la deuxième partie de notre deuxième cours. On continue le thème commencé dans la première partie. L'aspect formel de la catégorie grammaticale est lié au problème des limites du mot, difficile à établir en français. Les critères phonétiques, sémantiques, structuro-grammaticaux ne suffisent pas à eux seuls à délimiter le mot. D'où les tentatives d'exclure le mot de la description linguistique, mais le mot reste la notion fondamentale de la science linguistique. Il faut seulement faire la distinction entre la forme analytique d'un mot, fait, forme analytique, et une combinaison de mots, doit faire. Sous l'aspect grammatical, il importe de différencier a. Le mot de forme synthétique, parler par exemple, la forme analytique du mot, mot auxiliaire ou morphème autonome plus élément de mot indépendant, est venu, il est venu. La forme analytique du terme de proposition, mot utile plus mot indépendant, est étudiant, il est étudiant. La combinaison de deux termes de proposition, Pierre dort. Les moyens de l'expression grammaticale en français sont la flexion, allons, allez, l'agglutination, table, table, avec un S au pluriel, la suppléance, nous allons, nous irons, la flexion détachable, mon auxiliaire, il est allé, je suis allé. Il faut souligner que la flexion en français manque de régularité. En outre, les moyens de l'expression grammaticale ne sont pas les mêmes dans le code écrit et dans le langage parlé. Comparez grand, grande, agglutination, flexion interne. Un employé, une employée, agglutination, moyen analytique. Je parle, tu parles, agglutination, moyen analytique. Il est important de remarquer que le français est une langue aux tendances analytiques. Amical, amical, le concierge, la concierge. Grand, grand au pluriel. Livre, livre au pluriel. Il parle au pluriel. Le système des parties du discours en français. La répartition traditionnelle des mots en partie du discours, catégorie grammaticale au sens large, existe depuis l'Antiquité. Aussi longtemps qu'elle se répète de grammaire en grammaire, les savants ne se lassent pas de la considérer comme imparfaite et de la critiquer sévèrement. Le caractère hétérogène des mots a conditionné des principes différents de leur classification. Les critères de base de répartition des mots en partie du discours, aussi bien que le nombre de ces dernières, varient d'un auteur à l'autre. On met à la base de ce classement un critère de préférence sémantique, c'est Charles Bailly. Un critère à la fois sémantique et structural, c'est chez Thénière. Des indices formels sémantiques, Sauvageau. L'ensemble des indices morphologiques, syntaxique et notionnel, Quiraut. Mais pratiquement chaque fois on revient à la répartition des mots en classes semblables ou identiques aux parties du discours traditionnel ou on renonce à la notion du mot en général. En effet, un grand nombre de critères, c'est le plus grand défaut de la théorie des parties du discours et en même temps c'est sa qualité, car les généraux critères que sont sémantiques, morphologiques ou syntaxiques se sont liés et ils ont une seule source, la nominative capabilité d'un mot. Les critères établis par les savants dans leur tentative de répartir les mots en classes sont le sens lexical général catégoriel et la référence à la réalité objective. Les indices morphologiques, la fonction syntaxique et indices positionnels. L'appartenance d'un mot à une partie du discours est surtout déterminée par sa forme grammaticale.
Pour les langues où les indices morphologiques ne sont pas assez nés, c'est le cas du français par exemple, on est obligé de prendre en considération avant tout les critères syntaxiques, fonction et distribution des mots. En ce qui concerne le français, où les indices morphologiques ne se manifestent pas nettement, deux critères sont surtout pris en considération, syntaxique et notionnel. Il est à noter que le problème des parties du discours est très controversé. Les limites formelles d'un mot et d'une partie du discours ne coïncident pas, ce qui est lié à l'analytisme français et à la nature différente des mots-outils. Par exemple, aux mêmes parties du discours sont rapportées visiter et rendre visite, participer et prendre part, doucement et peu à peu, hâtivement et à la hâte. Les points litigieux les plus importants de la théorie des parties du discours en français sont: premier, la nécessité de la distinction des parties du discours qui est contestée, par exemple, par la grammaire formelle distributive, et d'autre part par certaines théories négligeant les différences de structure entre les unités sémantiques de la langue. 2. Les principes de la distinction des parties du discours. 3. Leur inventaire. 4. La hiérarchie des parties du discours. L'inventaire des parties du discours en français n'est pas établi de façon définitive. Tous les linguistes distinguent et traitent pareillement le nom et le verbe, alors que les autres parties du discours soulèvent des controverses qui portent sur les problèmes suivants: nom de nombre, classe à part, pronoms ou adjectifs pronominaux. B. Déterminatif, classe à part, pronoms ou adjectifs pronominaux. C. Article, partie du discours indépendante, variété de déterminatif, élément morphologique du substantif. D. Particule, classe à part ou adverbe. Mot-phrase, classe à part ou adverbe. Comme on verra plus tard, selon la solution de ce problème, les limites de certaines autres parties du discours peuvent varier sensiblement. Comme nous avons déjà remarqué, pour distinguer les parties du discours, on avance différents critères. A. Essentiellement sémantique. B. Exclusivement formel. C. Sémantico-grammaticaux. Les dernières sont les plus convaincants. C'est le sens catégoriel qui détermine les catégories morphologiques et les fonctions syntaxiques du mot. Ainsi, les mots chien, garçon servent à nommer les êtres animés. C'est leur sens catégoriel. Tandis que les mots dort, vient, mange marquent les actions, les procès. Les mots chien, garçon possèdent les catégories morphologiques du genre et du nombre. Les mots dort, mange, vient possèdent d'autres catégories, celles du nombre, de la personne, du temps, du mode. Les mots de la première série peuvent remplir la fonction du sujet. Les mots de la deuxième série, celle du prédicat. En fin de compte, les parties du discours se déterminent par leur valeur dénominative, c'est-à-dire par ce que les mots représentent et par la façon dont ils le représentent, mode de dénomination. Selon le mode de dénomination, on distingue les parties du discours essentielles et subsidiaires. Les premières, ce sont nom, verbe, adjectif, adverbe, nom de nombre, reflètent la réalité et nomment les choses d'une façon discontinue, indépendante et directe. Les parties du discours subsidiaire désignent la réalité globalement, comme les interjections ou les mots-phrases. Aïe, qui marque la douleur, avec j'ai mal où on distingue facilement le sujet je, le nom du sentiment mal, le verbe est. De façon non indépendante,
comme les mots-outils, déterminatifs, pronoms conjoints, verbe copule, préposition, conjonction, particule, ou de façon indirecte, comme les pronoms il le lit, comparé avec le garçon lit ce livre. Les mots-outils servent à constituer la forme syntaxique d'un mot autonome, à l'actualiser, déterminatif, verbe copule, préposition, pronom conjoint, à remplacer un terme de proposition, pronom conjoint, à lier les termes ou les propositions entières, conjonction, préposition, à exprimer la modalité de la proposition en entier, particule. Quant à la hiérarchie des parties du discours essentiel, il existe trois théories différentes. La théorie de l'égalité et de l'interdépendance du nom et du verbe auxquels sont subordonnés respectivement l'adjectif et l'adverbe. Deuxième, la théorie nominocentrique qui part de la valeur dénominative des mots et place au sommet de la hiérarchie le substantif, seul susceptible de nommer les choses de façon absolument autonome. Le verbe et l'adjectif se subordonnent au substantif, l'adverbe à ces derniers. Et troisième, la théorie verbocentrique qui prend pour base le rôle constituant du verbe dans la phrase et voit le terme régissant absolu dans le verbe qui a sous sa dépendance le nom et l'adverbe. Chacune de ces théories met en relief l'un des traits existants dans la réalité.